Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Un Pixel Près. Je m'appelle Thomas Carnisser et je suis avec Henri, Bonjour. avec Ellie Salut. et avec Jean-Loup, Hello. qui sont du studio Duper, un studio de jeux vidéo relativement récent, puisque vous travaillez sur votre premier jeu qu'on a déjà pu tester sur Montpellier sur différents événements dédiés jeux vidéo, mais qui pour le coup sort globalement cette semaine, la semaine du 18 novembre, en démo. On va pouvoir tester votre jeu, même si j'ai déjà eu le plaisir de tester une démo assez récente, avec un jeu qui va être donc Day of the Shell, un jeu tactique avec des cases où on peut se déplacer à un clic en plus, mais qui va aussi avoir des éléments roguelite, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je démarre ma partie, en fait en réalité j'ai des choix qui vont m'être proposés, qui vont être des occasions potentiellement que je n'avais pas avant. Et donc du coup, ça va me permettre de construire un personnage à chaque partie qui sera différent. Et donc ça, c'est assez sympathique. Moi, j'aime beaucoup cette mécanique en vrai. Je vous cache pas. Le fait de, à chaque fois que je démarre mon jeu, je ne sais pas ce sur quoi je vais tomber. Je suis absolument fan. Et c'est vrai que vu que c'est votre premier jeu, je suis assez curieux puisque toi, Jean-Loup, tu as rejoint l'équipe au début du projet, certes, mais il y avait déjà un projet existant finalement. On discutera des inspirations premières en fait derrière Day of the Shell, mais est-ce que toi, Jean-Loup, t'avais déjà en fait des références en commun en termes de jeux vidéo? Alors, des références en commun avec mes collègues si présents, Henri et Ellie, un peu parce qu'on a été amis avant d'être collègues, principalement pour le jeu en soi. Alors c'était un peu plus chaotique au début, j'ai juste proposé une démo comme ça parce que avant même d'être officiellement sur le projet, j'ai proposé des choses. Et puis dans les premières ébauches que j'ai montrées, il y avait déjà de la guitare et du synthé en gros, et c'est resté. Et en fait, il n'y a pas vraiment de grandes raisons, si ce n'est qu'on aime tous bien ça. Et par contre, il y a des raisons beaucoup plus précises sur le choix du tempo, etc. Si on parle de référence, moi j'ai une référence vidéoludique qui parlera alors à un public gamer, oui, peut-être pas à d'autres. C'est Risk of Rain. C'est aussi un roguelite, donc c'est la même mécanique que tu décrivais tout à l'heure, de chaque fois recommencer et à chaque fois créer quelque chose de différent. Et en fait, pendant que tu joues à ce jeu-là, qui est dans une perspective troisième personne, donc t'as une caméra qui se déplace avec le personnage, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait nous, mais tu te bats pendant des niveaux et des niveaux, et en fait il y a une musique qui est un peu plus planante, qui n'est pas complètement liée à ce qui se passe à l'écran. C'est pas, par exemple, il n'y a pas une musique qui commence quand un ennemi apparaît et disparaît quand cet ennemi est tué. C'est beaucoup plus, on va dire, méta, beaucoup plus planant, ça flotte par-dessus un peu tout le jeu. Et ça, c'était une intention de base qui est restée. Donc un exemple, c'est Risk of Rain. Et après, pour le style, alors, il faut savoir qu'en termes de où on se positionne, nous, géographiquement, ça influence beaucoup le choix des instruments, par exemple. Mais ça a beaucoup changé. Pendant un moment, on était aux Caraïbes. Il y avait beaucoup de palmiers. Et maintenant, il y a beaucoup plus de cyprès. Et on est revenu en Méditerranée, qui était notre intention de base. On est un peu resté fidèle à ça. Et donc, qui parle de Méditerranée, il y a un jeu qui est très connu, en tout cas dans les sphères de joueurs, c'est Hades. Donc Darren Korb, qui est une légende de la musique du jeu vidéo indépendant. C'est aussi lui qui fait les voix de certains personnages dans Hades d'ailleurs. Donc lui, c'est aussi une référence et une influence. Voilà. Et puis, cette musique-là qu'on entend, donc ça c'est une musique du jeu Day of the Shell qui va sortir. Sur laquelle donc tu as travaillé. Voilà, c'est ta musique. Voilà, c'est moi qui fais à peu près tout. Il n'y a pas vraiment d'instrument que je n'ai pas joué moi-même. Mais celle-ci, elle s'appelle, le titre en tout cas, on va dire le titre de travail, c'est Lizardy Wizardry, parce que c'est un clin d'œil à King Gizzard and Wizard Lizard, qui font du rock psychédélique un peu planant justement. Et c'est vers ça qu'on s'est orienté. Ça s'est pas fait tout de suite. Il y a eu beaucoup de phases d'essai. Et il y a aussi des parties du jeu qui sont beaucoup plus orchestrales, donc qui vont plutôt emprunter à ce répertoire-là. Et puis voilà, j'ai le choix quand même, j'ai un peu de liberté
une espèce de carte blanche du moment que je justifie mes choix et que c'est apprécié des joueurs. Donc pour les séquences plus narratives, c'est de l'orchestral. Pour les séquences de jeu, c'est vraiment du rock un peu planant. Et puis en fait, au niveau des références, alors moi je viens du jazz, donc je pense qu'on entend un tout petit peu d'harmonie jazz là-dedans. J'ai beau essayer de pas en mettre, je pense que j'en mets un peu malgré moi. Mais là, j'essaie de faire quelque chose de plus rock. Mais d'ailleurs, je dois me former, en fait. Il y a tout un travail de formation avec des... Par exemple, pour tout ce qui est guitare, je suis pas du tout calé en guitare, donc j'ai demandé de l'aide à un ami qui s'appelle Jonathan Perez, qui va m'expliquer comment marche un ampli de guitare, comment on peut obtenir ce son avec une guitare, comment on peut travailler des solos de guitare, comment on peut... développer vraiment une patte sonore avec la guitare comme instrument principal, alors que moi je viens plutôt du monde des claviers et de la batterie. D'accord. Voilà. Donc un beau paquet de références que j'ai un peu emmêlé. Par contre, la métrique principale, c'est est-ce que les gens aiment ça ? Est-ce que ça colle au projet, etc. Donc si par exemple moi j'ai des lubies de faire des trucs de synthé 8 bits, donc très digital, ça va pas coller avec ce projet-là, et donc on va vite me dire que non, ça marche pas. Et je pense que c'est tout à fait normal que ça se passe comme ça. Oui, il faut pas. Oui, le côté rétro, ce sera pas trop l'ambiance. Non, ça n'a pas sa place ici, mais ce sera peut-être pour un autre projet où je le ferai dans mon temps libre. Voilà, on essaie quand même de faire quelque chose qui nous plaît à nous-mêmes et en même temps qui colle au projet. Voilà. Alors, j'ai quand même une question par rapport au fait que tu as mentionné le fait que les arbres changent et redeviennent des cyprès par rapport à l'intention générale sur le côté méditerranéen. Ça a une incidence pour toi en termes d'influence, de composition, etc. Ou tu étais déjà finalement parti sur cette atmosphère qu'on a entendue? On est obligé un peu d'avoir une certaine cohérence, à moins que ce soit vraiment une intention du jeu d'être un espèce de patchwork de choses différentes. C'est assez rare. Souvent, les jeux cherchent à être cohérents dans leur univers. Et du coup, là, on a une personne qui est directeur artistique. Et donc, c'est cette personne qui aura le dernier mot sur qu'est-ce qu'on donne comme impression visuelle et sonore. En fait, l'audio est censé appuyer les visuels et vice-versa. Donc, c'est cette personne qui a le dernier mot. Mais on peut tout à fait suggérer des choses. Et je me suis un peu battu pour les arbres, pour ramener plus de cyprès, parce que c'est quelque chose qu'on voit pas tant que ça dans les jeux, alors que les palmiers on a un peu vu et revu, et c'est devenu un peu stéréotypé. Je pourrais faire de la bossa nova quand il y a des palmiers, c'est assez classique, on connaît, on a déjà vu et revu. Donc il y a aussi peut-être une intention de faire quelque chose d'original, sans toutefois que ce soit révolutionnaire. Ça, c'est pas du tout une prétention, surtout que c'est un premier jeu, donc on essaie de rester humble. C'est important, je pense. Oui, c'est vrai que oui, ça demande quand même un gros travail et de faire un univers cohérent pour un premier jeu, c'est déjà un tour de force. Et justement, vis-à-vis de l'équipe de base, donc à la base, vous êtes 3 finalement, puisque il y a Henri, Ellie et il y a une 3e personne, c'est Lucas. C'est Lucas, ouais. le graphiste. Le graphiste expert, puisque vous avez un graphiste qui fait à la base tous les éléments visuels du jeu, ou presque. One Army Man, je pense. Non, pas presque. Hein. Pas presque. Ouais, oui. Parce que j'ai eu le plaisir de tester Day of the Shell en live avec vous deux, et effectivement, je me suis retrouvé à chaque fois que je pointais un élément visuel du jeu en disant « Oh, il y a l'eau, oh, il y a du vent, oh, il y a des cyprès, oh, il y a des éléments destructibles, etc. » À chaque fois, c'était la même réponse. Ouais, t'inquiète, c'est Lucas. T'inquiète, c'est Lucas. Pour préciser aussi dans le contexte, c'est que, pour les gens par exemple qui ne connaissent pas forcément trop le milieu du jeu vidéo, c'est que ce qui est fait n'est pas impossible à faire, loin de là, par d'autres équipes. C'est juste que d'habitude, il faut une équipe, là on a une personne. Il y a vraiment énormément de disciplines différentes dans les visuels de jeux vidéo, en fait. Donc il y a de la modélisation 3D, voilà, tous les personnages, les environnements qu'il faut faire. Donc le personnage et les environnements, en général, c'est 2 boulots différents, souvent. Ouais, il faut les texturer. Après, il y a de l'animation à faire sur tout ça. Il y a des effets visuels, donc toutes les explosions, les particules, le vent, les choses comme ça. Les post-process qu'on met sur la caméra, tous les côtés plus techniques, voilà, de shader, etc. Les jolis visuels de l'eau ou de la boue, ou des zones un petit peu de jeu, genre les zones qui brillent au sol, les ennemis qui se décomposent, qui disparaissent comme ça quand on les abat, etc. Tout ce qui est les menus, les interfaces, il y a énormément de choses différentes et c'est vraiment une seule personne qui fait tout là.
Et si je peux juste dire une dernière chose par rapport justement au graphisme et à la musique et comment ils sont corrélés, et ben en fait, ils ne sont pas tout à fait corrélés à 100%, et c'est une intention justement de Luca, qui est le directeur artistique sur ce projet. En fait, on cherche à faire quelque chose, si on est dans un épisode qui parle de référence, je pense que Zelda a une grande influence à la fois sur le travail de Luca dans les graphismes. Bon, première référence, je pense que ceux qui verront le jeu et qui ont pu jouer à des Warcraft ou des anciens jeux de Blizzard, ils verront ces références-là. Mais Zelda, c'est aussi une grande influence. Et par exemple, dans Zelda, on a des graphismes qui sont assez cartoon, mais une histoire et un ton qui est assez sombre. Ça dénote un petit peu. Et on a un peu cette même ambition d'avoir un jeu qui visuellement est très coloré, très cartoon. Et par exemple, la musique est un petit peu plus sombre. Elle pourrait coller tout à fait avec un jeu un peu plus sombre, mais le mélange des deux marche bien, et c'est justement une intention de notre directeur artistique de faire ça, justement. Ouais. Ouais. Et effectivement, par rapport à ça, on a mentionné sur un épisode précédent l'envie de la Méditerranée, de représenter cette partie-là, des tendances très fortes sur la partie tactique et la partie roguelite, donc le fameux voilà, je démarre ma partie, j'ai des éléments nouveaux dans un environnement que je connais déjà. Ça a été quoi en fait vos références de base en termes de jouabilité? Alors, je pense être simple à répartir parce que je pense que je vais parler des tactiques et je pense qu'on va parler du roguelike. Vas-y, je laisse démarrer. Ouais, bah, je pense que dans l'absolu, on n'a pas été extrêmement originaux, on n'a pas eu des références qui sont complètement folles en général. On a fait du roguelike et du tactique relativement classique, sur lesquels ensuite on a rajouté des choses, mais en tout cas en termes de références assez classiques. C'est le fait de les combiner, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup été fait. Ça a été fait, on n'est pas les premiers, mais en tout cas, il n'y en a pas énormément des jeux de ce type-là non plus. Du coup, je commençais, comme disait, par les roguelites. Donc, les roguelites, forcément, il y a Hades, dont Jean-Loup parlait aussi tout à l'heure, hein, bien sûr, avec le côté. Donc, Hades, c'est ce roguelite qui est dans l'Antiquité grecque, et donc qui a vraiment posé les codes du genre il y a quelques années, redéfini un petit peu les codes du genre plutôt, avec un jeu beaucoup plus gros, beaucoup plus avancé, avec une narration gigantesque par rapport à ce qui avait été fait précédemment. Donc la narration, on l'a pas tellement récupérée, mais en tout cas tout ce qui est sur le côté des règles du jeu elles-mêmes, donc les différents aspects de comment est-ce qu'on va avoir des niveaux aléatoires qui vont s'enchaîner les uns après les autres, des ennemis aléatoires dans les niveaux, on va avoir nous-mêmes des capacités aléatoires d'une partie sur l'autre, et donc il faut savoir bien les combiner de manière intelligente pour s'adapter à ce qui est en face par rapport à ce que nous on a déjà eu auparavant, c'est-à-dire pour créer une stratégie qui a du sens sur le long terme tout au long de la partie, et comment suite à ça, quand on perd, parce que invariablement on finit par perdre dans 99% du temps, parce que la partie est assez difficile d'arriver tout au bout. Et le fun, l'intérêt du jeu, c'est vraiment d'essayer et non pas forcément de gagner à chaque fois. On finit la plupart du temps par perdre, donc on perd toutes ces choses-là qu'on avait obtenues. Il y en a quelques-unes parfois qu'on peut quand même garder pour avoir une progression du personnage au fur et à mesure du jeu. Et ensuite on recommence avec des nouveaux éléments aléatoires, nouveaux ennemis, nouveaux niveaux à affronter, et nous-mêmes un nouveau personnage avec des nouvelles capacités. Et on recommence indéfiniment comme ça. Et en termes de jeu qui vraiment t'a marqué en termes d'histoire de joueurs, est-ce qu'il y en a un où tu t'es dit c'est ça que je vais faire? Personnellement, moi, mes sensibilités personnelles, c'est les jeux qui sont très simples à jouer en général, avec des jeux de stratégie, mais avec peu de règles et des jeux assez simples à prendre en main comme ça. Récemment, j'ai beaucoup aimé Balatro. Si vous avez vu ce jeu-là, ce qui est un peu, on va dire, un jeu qui revisite en quelque sorte le poker, mais dans lequel en fait on peut tricher, on peut changer les cartes qu'on a, ajouter de nouvelles cartes, retirer des cartes, avoir des jokers qui rajoutent 1001 règles délirantes. Et donc c'est la même chose, juste on fait des parties avec un paquet de cartes différents à chaque partie, et puis on l'améliore au fur et à mesure, puis après on perd, et puis on recommence différemment. Voilà. Ça, c'est vraiment le jeu sur lequel récent en fait, sur lequel t'as joué. Récemment, j'ai passé beaucoup de temps. Ils ont fait une version mobile en plus maintenant, donc là je m'arrête plus. D'accord. Oui, j'imagine. Ok, je vois un peu le. Toi, t'es parti sur les cartes, moi je suis parti sur les dés avec c'est Die in the Dungeon, mais Die dans l'idée de dés. Et en fait, vous avez un système de combat où vous positionnez vos dés, et selon où vous positionnez vos dés sur le plateau en fait qui vous oppose en fait à l'adversaire, en fait vous allez faire des effets. Donc typiquement, vous avez des dés bleus qui sont nécessairement des dés boucliers. Donc c'est le chiffre affiché, c'est celui qui va s'ajouter en fait à votre défense. Le dé rouge, c'est l'inverse, c'est l'attaque. Et ensuite, vous avez des dés qui vont par exemple multiplier par 2 ou par 3 ou par 4 les dés qui sont posés sur certaines cases. Et ensuite, vous avez d'autres dés un peu spéciaux aussi. Donc au bout d'un moment, vous imaginez que vous pouvez améliorer les cases. Donc en fait, vous améliorez une case pour qu'elle soit plus forte.
Typiquement, vous mettez un x2 ou un x3 sur la case et ensuite, quand vous posez votre dé, vous avez un multiplicateur qui va agir. Donc, effectivement, je comprends l'idée des cartes qui, à un moment donné, commencent à faire de l'effervescence, effectivement. Et côté justement tactical, est-ce que récemment, tu as eu un moment de révélation? Alors, il y en a plein de tactical, ils sont très chouettes. En vrai, je suis un peu un fan, un peu old school sur certains trucs. Je suis un très grand fan d'XCOM. Ok. Voilà, c'est pas un jeu qui est tant connu, enfin qui est tant connu que ça. En tout cas, dans ma sphère hors gamer, je pense que c'est pas hyper connu. Oui. Mais qui est, on va dire, un jeu tactique. Bah déjà, pour expliquer un petit peu, la tactique, c'est, on va dire, bon, on va vulgariser en disant c'est des jeux avec des cases en tour par tour. Du coup, XCOM a apporté, en tout cas, a vraiment popularisé un système de couverture où tu joues des petites escouades et du coup, ils se mettent à couvert derrière des murs et essaient de se contourner, etc. Donc ça, c'est un système qu'on a pas mal récupéré. Après, en influence, à la base, on avait Shotgun King, qui est un tout petit jeu qui a été fait à un moment et qui concrètement, c'est les échecs, sauf que tu joues seulement le roi contre toute l'armée adverse, concrètement, mais t'as un fusil à pompe. Et voilà, et c'est très marrant comme jeu. C'est très simple, c'est presque, enfin, je veux dire, c'est presque une blague en soi. Bon, le jeu est très bien, mais le positionnement de base est presque une blague dans les échecs et c'est très très chouette, ça marche super bien. J'adorerais vous voir expliquer ce jeu-là à des personnes qui jouent dans un club d'échecs. Je pense que ce serait pas très compliqué pour eux de comprendre justement. Enfin, Je pense qu'on vient de le faire. Hein. C'est sûr, ouais, c'est ça. Hein. C'est sûr, mais c'est juste voir leur réaction. C'est-à-dire voilà, et là vous avez votre roi là et vous jouez que ça. Mais il a un fusil à pompe. Hein. C'est ça. Juste pour voir leur réaction à ce moment-là. J'aimais beaucoup jouer aux échecs il fut un temps et clairement le fait de savoir jouer aux échecs m'a beaucoup aidé dans ce jeu-là. Donc non, clairement le côté joueur d'échecs dedans reste très présent, mais avec un fusil à pompe. Je précise, c'est un plateau d'échecs vu de dessus, pas en première personne. Voilà. Oui. Donc ça, c'était une de nos références là-dessus. Je veux dire pour les gens voilà, qui connaissent un petit peu le jeu tactique qui est un peu connu en France, c'est Dofus. Hein, je veux dire, c'est un jeu auquel beaucoup de gens, en tout cas au moins de ma génération et des suivantes aussi, ont joué. Avec un côté cartoon très voilà, prononcé. Beaucoup plus de cartoon manga qui on voit bien, très sympa. Ouais. Là où XCOM, justement, c'est une histoire d'invasion d'aliens, où on gère notre base de résistance, hein, finalement, globalement, face à cette invasion, et on est sur quelque chose de beaucoup plus... Alors, pas jusqu'au réaliste, mais on est sur quelque chose d'un peu plus sérieux, en fait. Ouais, un peu plus sérieux militaire. Très militaire, ouais. Ouais, c'est ça. Il y a clairement une fantaisie un peu militaire dedans, qui est d'ailleurs un peu un classique du genre, hein, concrètement, et qui est quelque chose qu'on a essayé de changer, pour le coup, dans des échelles, puis déjà on est concentré que sur un seul personnage, et on voulait quelque chose d'un peu plus fantaisie, un peu plus grand public, on va dire, que ce qui se fait traditionnellement en tactical. On a complètement retiré le côté militaire qu'on voit souvent dans le jeu tactique en fait, qui sont souvent des jeux où on a une petite escouade et voilà, ils ont tous une arme à feu différente, un rôle différent, d'inspiration vraiment plus ou moins simulationniste militaire. On a complètement retiré ce côté-là pour arriver sur un côté plus fantasy c'est un peu des cow-boys qui se tirent dessus avec voilà. On reste sur des fusillades en quelque sorte, mais plus dans un univers qui pourrait être enfantin en quelque sorte, quoi. Ouais, vous aviez mentionné, cartoon, ouais. C'est ça, Lucky Luke à un moment donné sur un précédent épisode, en termes d'idées en fait, ouais, de représentation. Dans la manière dont les personnages se mettent genre à couvert derrière les caisses, derrière les murs, etc. Il y a un côté un peu plus western. Voilà, on disait tout à l'heure, c'est un truc un peu plus à Lucky Luke, à la Sergio Leone, où tu tires dans des barils et ce genre de trucs comme ça, quoi. Et justement, je pense qu'on a aussi des références qui sont hors jeux vidéo. Donc, Shotgun King s'est beaucoup inspiré des échecs. Toi, tu viens de citer plutôt une série de films, enfin un genre de film. Dave the Shell, du coup, le jeu qu'on est en train de produire, a quand même un peu l'apparence d'un jeu de plateau. Et nous, on a fait avec Ellie un jeu de plateau il y a fort longtemps. Sur des cases. Avec des mécaniques qu'on a essayé de reprendre, mais finalement, on les a pas repris. Elles sont reparties dans les oubliettes des idées à un jour peut-être remettre dans le jeu. Mais ce jour-là, il va se on passer fera quelque tous chose. les fameux jours. mais ouais, on a aussi des références hors jeux vidéo, mais qui viennent. C'est un peu ça la beauté, c'est de pouvoir un peu mélanger. Là, j'ai cité tout à l'heure un groupe King Gizzard qui a rien à voir avec le jeu vidéo. Ça fait du bien aussi d'aller chercher son inspiration ailleurs que dans le jeu vidéo pur, quoi. De mélanger en fait, simplement mélanger, quoi. Oui, complètement. D'ailleurs, quand une équipe ou un studio travaille en fait sur un projet,
une façon de le faire qui commence à être très répandue en fait dans les écoles actuellement, mais effectivement c'est pas quelque chose où moi quand j'étais en licence game design, c'est pas forcément comme ça que ça prenait forme en tout cas. C'est ce qu'on appelle le mood board, c'est-à-dire en fait le tableau d'humeur si vous voulez, où en fait on va avoir tout un tas de références non seulement vis-à-vis du jeu en lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce que ça nous évoque, mais aussi derrière potentiellement vis-à-vis des personnages, vis-à-vis des niveaux, etc. On va avoir systématiquement en fait des références. Vous allez globalement vous retrouver avec tout un tas d'éléments en fait qui fait que le mood board est censé représenter globalement les inspirations de l'équipe. C'est un petit peu comme si vous prenez Kaamelott. En fait, si Kaamelott était un tableau, le mood board de Kaamelott doit, à un moment donné ou à un autre, avoir De Funès. Voilà, une photo de De Funès pour rappeler qu'en fait l'humour va aller chercher là-dedans, va aller sur du Audiard avec les Tontons Flingueurs pour rappeler que ça va aller aussi là-dedans. Et du coup, normalement, ça fait que les gens arrivent à peu près à se situer. Est-ce que vous avez travaillé avec l'aide d'un mood board, puisque pour rappel, vous vous connaissez depuis très longtemps, donc autant vous aviez déjà des références en commun. Et si oui, à quel point en fait on a un mood board étalé? Alors, c'est pas exactement un mood board qu'on a fait, mais le principe reste à peu près le même. On est parti, donc on avait un petit concept de jeu, on a commencé à faire des petits prototypes très rapides. Et du coup, à ce moment-là, il y a Henri, Lucas et moi. Donc Henri qui fait la programmation, qui fait que ça marche, tout simplement. Il y a Lucas du coup qui fait les graphismes et moi qui crée les règles. C'est pour expliquer rapidement le design aux gens, enfin le métier que je fais. C'est un métier qui est vraiment très propre aux jeux vidéo. Si je vous passe un papier de cartes, c'est un papier de cartes. Si je vous explique les règles, c'est le RAMI. Voilà. Mon métier, c'est de créer le RAMI, tu vois. Enfin, c'est de créer les règles qu'il y a là derrière. Donc du coup, voilà, pour vulgariser, je vais expliquer les règles du jeu à Henri. Henri va les programmer pour que ça marche quand ça réagisse comme on dit que ça réagisse. Et ensuite, je vais dire à Lucas, ok, concrètement, ça fait ça. Et du coup, il va trouver une manière de l'illustrer. Ce serait, je vulgarise grandement, mais dans l'idée, c'est à peu près comme ça qu'on va faire un jeu. Et du coup, ce qui est chouette avec Lucas, c'est qu'il comprend très bien le design. Et du coup, on va dire qu'il va illustrer très bien tout en mettant beaucoup de personnalité dedans. On s'était mis d'accord sur l'univers méditerranéen dont on parlait plus tôt, et dans lequel on a essayé de choper quelques références, du coup. Pas que sur la Grèce antique, parce que c'est vraiment ce qui est très classique, c'est ce qu'on voit beaucoup, mais justement, on voulait une culture un peu plus provençale. Au début, c'était vraiment même très provençal, on a fini par élargir un peu plus. Mais d'aller chercher du coup un peu des monstres locaux, d'aller chercher un petit peu des environnements, des couleurs, des ambiances en fait qui reflétaient l'aspect local, même la mer en fait à la base, le côté marée et tout du jeu. En fait, ça venait tout simplement du fait que c'était du bord de plage. Et je sais plus si on en a parlé là, mais il y a une époque où en tout cas le jeu avait un format un peu plus Battle Royale, un peu plus carte qui se resserre. En fait, c'est l'île qui passe sous la marée. Donc voilà, le fait d'être sous une île, d'avoir un environnement provençal, c'était très sympa comme ça. Oui, parce que du coup, quand on finit le niveau, qu'il n'y a plus de méchants, Ouais. à chaque fois que nous on va marcher, déjà on va être plus libre de nos mouvements. Il y a un portail qui nous permet de nous téléporter au loin, mais c'est surtout que effectivement l'île entre guillemets coule, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, voilà, on vous guide en fait vers le portail pour pas que vous ayez à explorer des choses qui sont vides, quoi. C'est ça, et ça à l'époque on l'avait créé pour le côté de la gigantesque île qui s'enfonce. Maintenant c'est des plus petites îles, mais voilà, on a gardé l'effet est très sympa, ça guide les gens, enfin, c'est chouette. Du coup, voilà, l'avantage c'était de pouvoir travailler comme ça là-dessus avec Lucas, et en fait, le principe ensuite, c'est que, en fait, il a beaucoup apporté de son univers au fur et à mesure du jeu, en essayant, voilà, de garder un peu des inspirations méditerranéennes un peu dans tous les sens, en tout cas, au moins sur les premiers mondes, en fait. On va se rendre compte qu'on essaie de mixer pas mal d'univers, mais en tout cas, la première ambiance qu'on met autour de ça. Et voilà, après, il y a un peu des références qui ont été récupérées sur l'Espagne, il y a des références qui ont été récupérées plutôt sur le Maghreb, un peu sur la Grèce quand même, on a quand même quelques trucs de ça. Sur la Provence, bien sûr, c'est plutôt chouette. Évidemment, oui. Ça permet de représenter un coin qui est très peu vu en fait dans le jeu vidéo. Et puis au niveau des échanges entre musique et visuel, en fait, on utilise quand même pas mal. Alors, c'est pas forcément sous la forme d'un tableau avec plein de références visuelles ou médias, on va dire. Ça peut prendre la forme d'un échange. Simplement, est-ce que tu le voyais plutôt comme ça ou comme ça? Puis j'envoie, par exemple, moi, je propose deux avenues dans lesquelles on peut s'engager. Et ça me donne lieu à une discussion. On choisit l'une des deux.
Du coup, maintenant qu'on a choisi la première ou la deuxième, peu importe, on va refaire un choix derrière, redonner. Enfin, ça peut être une playlist YouTube avec plein de sons qui ont été des inspirations. Ça peut être un jeu auquel on a joué en commun, qui nous fait rêver, donc on a envie de refaire ça. Voilà, donc c'est sous forme peut-être plus interactive, plutôt sous la forme d'un dialogue qu'un tableau posé par exemple par Luca, qui d'ailleurs est très autonome mais aussi indépendant dans le sens où on n'a pas forcément accès à tous ces sketchs, tous ces concept art. Souvent dans les boîtes de production, le concept art est donc c'est un concept art, c'est une illustration qui sera pas dans le jeu final, mais qui donne une idée de à quoi on veut que le jeu ressemble. Et ça, on n'a pas forcément accès au concept art direct de Luca, même s'il les partage volontiers, on n'a pas accès à son drive, etc. Et comme c'est pas un travail collaboratif, la plupart des choses sont sur son ordi, pas accessibles par nous. Mais si moi, par exemple, j'ai besoin de mieux comprendre une intention dans un monde en termes de vibe, etc., en termes d'atmosphère, je vais simplement lui poser la question. Donc, mais il y a quand même un travail d'aller chercher l'information, de savoir exactement sur quel pied on danse, etc. Parce que c'est pas des choses qui vont de soi, surtout quand on se connaît pas très bien. Là, on a la chance de bien se connaître, mais voilà. Ouais, effectivement, ça aide au dialogue et surtout à être sûr qu'on va dans les mêmes références. En tout cas, les gens vont pouvoir gérer justement ces références-là et peut-être même les deviner en jouant à votre jeu, puisque Day of the Shell, c'est dispo fin de semaine. Et puis, en tout cas, écoutez, merci beaucoup, Jean-Loup, Élie, Henri, pour être venu tout simplement nous expliquer un peu tout ça. Et puis, pour tout le monde, je vous souhaite une superbe fin de journée. Et puis, je vous dis à bientôt. Et merci beaucoup. Merci. Merci.